Si nous avons thématisé le problème de l'âme et du corps chez Descartes, c'est pour montrer les apories auxquelles conduit le problème de la représentation lorsque son point de départ réside dans l'affirmation de deux substances de nature hétérogène. Ainsi, si Descartes propose une solution qui n'est pas satisfaisante quant à l'union de l'âme et du corps, c'est parce qu'il a commencé par fortement distinguer l'âme du corps. Dès lors, quelle solution pouvons-nous envisager au problème de la représentation, solution qui nous permettrait d'apporter une théorie tenable de la connaissance et donc de la vérité. Historiquement, les solutions résident, pour l'essentiel, à rendre homogènes les deux termes de la relation, à savoir l'âme et le corps. Autrement dit, si la théorie de la vérité consiste dans l'adéquation de la chose et de l'esprit, cette adéquation va pouvoir être conçue selon deux modèles ou deux directions différentes. Tout d'abord, on va pouvoir tenter de ramener l'esprit vers la chose. C'est ce que l'on appelle le réalisme ou l'empirisme, voire le matérialisme. La métaphore privilégiée de cette option consiste à dire que l'esprit est une cire molle, donc une entité matérielle, sur laquelle les sens permettent aux choses de venir s'imprimer, laisser leur marque. Connaître les choses, c'est donc, en quelque sorte, relever les empreintes que ces choses laissent en notre esprit. Deuxième solution, inverse, nous pourrions réaliser l'adéquation, non pas en tirant l'esprit du côté de la chose, mais en tirant la chose du côté de l'esprit. Cette fois, il s'agit donc de rendre la chose d'une nature identique à l'esprit. Autrement dit, la chose n'a pas de réalité matérielle, elle n'a qu'une réalité idéale ou idéale. C'est ce que l'on appelle classiquement l'idéalisme. Il s'agit donc d'affirmer que tout ce que je conçois comme matériel est en fait idéal. La matière n'est qu'une autre apparence de l'idée. Nous en avons déjà parlé à propos de Leibniz. Ces deux options se présentent comme des solutions en ce que donc il s'agit d'effacer non pas toute distinction entre la chose et l'esprit, mais une différence de nature. L'esprit et la chose ne sont pas de nature différente, et dès lors, on pourrait comprendre leur relation. Ces solutions sont problématiques. Elles sont problématiques parce que la solution empiriste
n'est pas tenable jusqu'au bout. En effet, si l'on suppose que l'esprit connaît la chose en ayant une nature chosiste, si l'on peut dire, une nature matérielle, comment expliquer la production des idées réfléchies? Autrement dit, on pourrait éventuellement, encore même que cela soit difficile, mais expliquer la perception. La perception serait l'effet causé par les choses sur mon esprit. Mais comment expliquer que je puisse conceptualiser ces choses? Autrement dit, comment expliquer que, par exemple, je puisse me faire l'idée abstraite du blanc? Autrement dit que, alors même que le blanc, la couleur blanche, n'existe pas de façon séparée des objets dans la perception, il n'existe pas de blanc en soi, c'est toujours la feuille de papier, la neige, les nuages, etc. qui sont blancs, donc ce sont toujours des choses qui sont blanches. Je puis me forger l'idée générale et abstraite de la couleur blanche. Ce travail de réflexion qui fait que je compare divers objets, la feuille, les nuages, la table, la neige, qui sont blanches, et que de cette comparaison, je dégage un point commun, à savoir la couleur blanche. Donc ce travail de réflexion, de comparaison et d'abstraction suppose bien quelque chose comme une activité de l'esprit, autrement dit, que l'esprit ne soit pas totalement une entité matérielle qui ne soit que marquée ou affectée par les choses via les sens. Il faut donc établir, du sein même de l'empirisme ou du matérialisme, un principe spirituel de l'esprit. Dès lors, ce n'est que repousser un petit peu plus loin le problème. De même, les systèmes idéalistes, d'une part, sont contraires à toutes nos convictions immédiates, mais nous ne devons pas, en philosophie, nous appuyer sur ce type de conviction. Mais par ailleurs, ils procèdent tous d'un vice de forme que nous examinerons plus tard en développant la théorie idéaliste, mais que l'on peut déjà signaler comme le vice qui consiste pour le philosophe à tenir le discours qui ne pourrait être tenu que par Dieu. Autrement dit, lorsque le philosophe affirme que tout n'est que représentation, que les choses extérieures à nous ne sont en elles-mêmes que des images dans notre esprit, il enferme l'individu en lui-même et il ne peut expliquer le rapport entre les différents individus qu'en se plaçant hors de celui-ci, alors même que le philosophe est un individu. Pour faire ce mouvement qui consiste à se placer hors d'un individu, il faut ou bien affirmer qu'il y a une réalité extérieure, réelle, aux individus, mais aussi que l'individu a le moyen d'y accéder. Or, s'il n'a
que ces représentations, on ne comprend pas très bien quel est ce moyen. Ou bien, et c'est la solution prise par les philosophes idéalistes, il faut affirmer que Dieu régit l'ensemble des entités idéales que sont les individus, et à ce moment-là, le philosophe est sorti de sa propre individualité pour se placer au point de vue divin, ce qui, nous le verrons, est illégitime. Ce sur quoi, pour aujourd'hui, je voulais attirer votre attention, c'est donc, sur le fait suivant, la problématique de la représentation est aporétique lorsque l'on commence par poser l'hétérogénéité des termes qu'il s'agit de mettre en relation. Cette hétérogénéité étant posée, la relation que l'on établit entre les deux termes n'est plus compréhensible. Autrement dit, on ne comprend toujours pas comment l'esprit peut connaître la chose si ils sont de nature radicalement différente. Les solutions les plus faciles, si je puis dire, ou du moins les plus évidentes, vont alors consister à tenter de supprimer cette hétérogénéité entre les termes, et donc à penser les termes de façon homogène, ou encore tenter de penser la pensée et le corps comme étant d'une même nature pour expliquer la connaissance par un processus continu, par un processus sans rupture qui consiste toujours à devoir passer des sens matériels, biologiques, etc., à l'esprit purement spirituel. Il y a deux façons, nous venons de le voir, d'assurer cette continuité, ou bien on ramène l'esprit à de la matière, ou bien on ramène la matière à de l'esprit. C'est donc à ces deux options que nous consacrerons la première grande partie de ce cours. Autrement dit, nous allons, en une première partie, développer tout d'abord, dans son détail, la théorie cartésienne, puis nous examinerons les deux types de possibilités que représente d'une part l'idéalisme, d'autre part l'empirisme. Ce faisant, nous aurons en quelque sorte fait le tour de la théorie classique de la représentation. Dans une deuxième partie, j'essaierai de montrer que la théorie de la représentation, telle que, d'une part, le cartésianisme, d'autre part, l'idéalisme et l'empirisme, essaye de la concevoir, nous permet de penser la difficulté qu'il y a à concevoir la vérité comme adéquation. À partir de ce moment-là, ce que j'essaierai de montrer, c'est que c'est cette théorie de la vérité comme adéquation qui doit être dépassée. Mais dépassée au profit de quoi ? Eh bien, dépassée au profit de ce que l'on appelle, là encore de façon traditionnelle, la théorie de l'objectivité. Examinons succinctement cette théorie de l'objectivité, de même que nous avons succinctement examiné la problématique de l'adéquation.
il faut ici se forger un lexique spécifique. Tout d'abord, ce que l'on appelle la chose. La chose, c'est la matérialité de ce qui apparaît dans ma représentation en tant que je conçois cette chose qui apparaît comme extérieure à moi. Pour le dire autrement, la chose, c'est l'objet extérieur dans sa réalité la plus brute. Le phénomène, c'est cette chose en tant qu'elle apparaît dans la sensation. Autrement dit, qu'est-ce qu'un phénomène ? Eh bien, c'est ce qui apparaît de façon perceptible et immédiate. De ce point de vue-là, phénomène renvoie à son étymologie, apparaître. Le phénomène, c'est phénoménon de Feinestai, apparaître. Le phénomène apparaît pour moi, je le perçois. Puis, dernier élément de cette nomenclature, l'objet. L'objet, c'est le phénomène en tant que je le soumets à des lois. Par exemple, si je vois un train, j'en conçois le phénomène. Mais si je suis mécanicien ou physicien et que je calcule la vitesse ou l'énergie de ce train, j'en fais un objet de connaissance. Donc l'objet veut toujours dire ici objet de connaissance. La théorie de l'objectivité, c'est la théorie qui essaye de comprendre comment nous produisons des objets de connaissance. Son but premier n'est donc pas de rendre compte des choses ou des phénomènes. Autrement dit, la théorie de l'objectivité ne s'intéresse à la chose ou au phénomène qu'en tant que ceux-ci jouent un rôle dans la constitution des objets. Autrement dit, qu'en tant que ceux-ci nous permettent de produire des objets en quelque sorte théoriques, des objets de savoir scientifique. Et c'est ce savoir scientifique qui nous intéressera. On se sépare alors de la problématique de la perception et, ce faisant, on se sépare également des problèmes qu'elle posait. La réalité empirique de la perception est, dans la théorie de l'objectivité, renvoyée à un domaine qui n'appartient pas à la philosophie. Autrement dit, le mécanisme qui permet d'expliquer la perception est, pour la théorie de l'objectivité, laissé au domaine de la physiologie. Ce n'est pas la philosophie qui parle du mécanisme de la perception, mais la physiologie. La philosophie restreint ainsi son domaine. Elle s'intéresse aux objets, donc à nos concepts, à nos connaissances, mais pas au mécanisme de la perception. Ce faisant, certes, elle renonce à certaines problématiques, mais en même temps, sa propre problématique, celle de l'objectivité, qui devient une reformulation du problème de la vérité, gagne en rigueur. Dans quelle mesure pouvons-nous dire que la théorie de l'objectivité
est une nouvelle formulation du problème de la vérité. Eh bien, d'une certaine façon, cela est tout à fait évident. Si l'objectivité s'intéresse à la connaissance, il va de soi que la forme privilégiée de connaissance à laquelle elle s'intéresse, c'est la connaissance vraie. Lorsque on va se demander quelles sont les conditions de possibilité de la connaissance vraie, on va par là même développer une théorie de la connaissance qui donnera de nouveaux critères pour le vrai, pour l'erreur et toutes leurs espèces, c'est-à-dire les types de connaissances vraies et les types d'erreurs ou d'illusions qui en sont le pendant. Telle sera donc la deuxième partie de notre investigation. La troisième partie, si nous en avons le temps, portera sur l'abord contemporain de la problématique de la vérité. Nous nous intéresserons de ce point de vue-là à un élargissement de la problématique de l'objectivité tel qu'il est accompli par ce que l'on appelle la phénoménologie. Il s'agit alors de s'interroger non plus seulement sur la validité et les conditions de possibilité des connaissances scientifiques, mais par un phénomène d'élargissement de cette problématique, de chercher à comprendre si tout vécu mental, toute représentation, pour reprendre ce terme, n'a pas des structures propres, et si on parvient à dégager ces structures constitutives, est-ce que, à leur façon, elles ne constituent pas des sites de micro-objectivité? On va dire par là des sites objectifs, des sites de constitution d'objets qui, certes, n'ont pas la même validité et la même prétention que l'objectivité scientifique, mais qui, pour autant, d'une certaine manière, obéissent au même type de constitution intellectuelle.